sur le vif. Une production de l'Office national du film. À chaque semaine, une équipe mobile de l'ONF vous invite à les suivre au cours d'un reportage éclair sur un aspect de la vie canadienne. C'est Gilles Laroche qui vous parle de l'Abitibi. Votre équipe mobile poursuit toujours son voyage dans la région minière de Rouyn-Val-d'Or. Devant nous se succèdent retenues, arbres squelettiques. Ici et là, une tour solitaire signale la présence d'une mine. Ces dernières semaines, nous avons découvert comment des villes entières surgissent autour de ces puits. Aujourd'hui, nous vous invitons à nous suivre alors que nous descendrons sous terre. C'est la mine O'Brien que nous visiterons. Celle-ci extrait de la roche à forte teneur en or, et c'est depuis 1924 qu'on y travaille. Jadis, on pouvait y arriver qu'en suivant les cours d'eau intérieurs, à côté de Amos, en allant vers le sud, soit une distance de 40 000. Mais la mine a grandi en même temps que l'Abitibi, et il y a eu bien des changements depuis ces premiers temps, alors que les mineurs étaient logés dans des camps en bois rond. Du nouvel équipement, de nouvelles bâtisses ont été ajoutées. Des puits additionnels ont été creusés au fur et à mesure que la mine a prospéré. Aujourd'hui, 200 employés y travaillent. Nous voici arrivés sur le terrain de la mine. Et si vous voulez, avant que nous commencions notre visite, rencontrons deux membres du bureau de la direction. Messieurs Sparks, gérant général, et Barry, surintendant des opérations minières. How do you do, Mr. Sparks? How do you do, Joe? How are you, Mr. Barry? Rush? I hope we won't be too much trouble for you. We're very pleased to welcome you, Joe, to O'Brien Gold Mines. Well, thank you. Tell me, will there be a ship going down shortly? Yes, in a very few minutes. Well, then I better hurry, if you will excuse me. Les mineurs à la O'Brien travaillent par équipe. L'une commence à 8 heures du matin, l'autre à 8 heures du soir. Les hommes sont au vestiaire en ce moment en attendant de descendre sous terre. Passer du sol au sous-sol est un fait commun pour les hommes de la O'Brien. Mais revêtir l'habit de caoutchouc, chausser les bottes armurées et porter le casque protecteur est un rituel étrange pour un novice comme moi. Mais comme vous voyez, on finit par se débrouiller. Et maintenant, nous voilà prêts pour la descente. Les années de forage et dynamitage dans une vieille mine comme la O'Brien ont fait que les équipes travaillent maintenant à de très grandes profondeurs. Pour s'y rendre, les mineurs doivent prendre une sorte de super ascenseur dans deux puits successifs. Les cages sont suspendues dans l'espace par un câble retenu à la centrale des treuils. Un bon sang-froid et un jugement sûr sont les premières qualités qu'on exige d'un opérateur comme M. Raoul Renaud. Par mesure de sécurité, chaque montée et chaque descente est signalée et confirmée à l'aide d'un avertisseur sonore. Une fois hors contrôle, la chute précipitée d'une cage vers les profondeurs du puits ne peut plus être arrêtée. Les câbles sont inspectés 2 fois par mois et le puits a 2 principales utilités. Premièrement, le personnel peut se déplacer et deuxièmement, la roche est envoyée à la surface par cette même voie. Les cages et les chariots font contrepoids. L'une descend tandis que l'autre monte. Et maintenant que nous sommes un peu plus renseignés sur le fonctionnement de ces appareils, faisons-en l'expérience nous-mêmes.
C'est du chef d'incendie sur la terre. Non, c'est la première fois. Ça fait étrange un peu. Est-ce qu'il arrive des fois que le câble casse? Ça n'a jamais arrivé dans cette mine ici. Ça a déjà arrivé dans d'autres mines. Ça a été grave? Il y avait du monde? Oui, il y avait des visiteurs comme vous. Et, Ils sont tous morts? tous morts. Eh bien, nous voici rendus au bas du puits. 3000 pieds nous séparent maintenant de la surface. Et je vous avouerai qu'on a un peu cette sensation d'être écrasé. D'ailleurs, l'air qu'on respire est déjà beaucoup plus lourd. Et l'on me dit que la température augmente davantage, plus on descend sous terre. Les équipes de mineurs que nous avons rencontrées plus tôt sont déjà rendues à leur travail, plus avant dans les tunnels. Alors faisons du pouce et allons les rencontrer, à bord de ces chariots qui ressemblent à un train miniature. Elle fait un tapage d'enfer, cette machine. Ça ne vous rend pas un peu sourd? Oui, ça viendra dans les premiers moments un peu sûr. Après ça, on fait de l'habitude. Ouais. Et puis ça se passe. Comme dans d'autres choses, l'habitude, Ouais. quoi. Mais à votre accent, je devine que vous n'êtes pas Canadien. Non, je proviens de l'Italie. Ah bon, il y a plusieurs de vos compatriotes qui travaillent dans les mines, de même que des Européens aussi, d'autres Européens. Oui. Et où avez-vous appris votre français? Mon français, je l'ai appris en Belgique. J'ai travaillé 5 ans dans les mines. Ah bon, alors quand vous êtes arrivé au Canada, vous étiez déjà habitué de travailler Oui, sous terre? Oui, certain. Et c'est facile à faire fonctionner, ça? Non, c'est pas difficile. Ah bon, alors une manette, c'est pour la marche avant ou arrière, Oui. et l'autre, c'est pour la foreuse. Oui. Et une fois que le trou est fait? Une fois que tout est fait, on va le remplir de bon temps de poutre, de dynamite. Ah, de dynamiter. Là, vous le Bien faites sûr. sauter. Oui. Est-ce que vous allez dynamiter bientôt? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas avant 3 heures. Pourquoi non? Pourquoi tous les hommes ils doivent sortir de ce ouvrage et pourquoi dans les drifts on fait de la fumée et de la poussière? Ah, ça pourrait les asphyxier. Certainement. Ah bon, alors je vous remercie. Ok. Ce n'est pas tout de dynamiter. Il faut encore récupérer le roc et l'expédier à la surface. Les chariots contenant le minerai sont amenés jusqu'à cette gueule béante dans le roc qu'on appelle grizzly dans l'argot du métier. Ce puits est très profond et je n'aimerais pas y faire une chute. À 200 pieds plus bas, la chute rejoint le fond du puits. Là, chaînes, poids et leviers retiennent le minerai jusqu'au moment où il est déversé dans les monts de charge.
Eh bien, fini les galeries souterraines. Me voici tout au haut de la tour qui recouvre le puits d'ascenseur. C'est ici que le roc termine son ascension de 3000 pieds. Et le voici justement. Une fois emmagasiné dans ce réservoir de surface, le roc est digéré par un concasseur. Cette première opération est suivie de plusieurs autres, dont le but est de réduire le roc en fine poussière. Concasseurs, broyeurs, tamis, chacun travaillant à un rythme monotone. Roc, poussière liquide, enfin quelques parcelles microscopiques d'or. Enfin, les efforts multipliés des mineurs, des ingénieurs et autres techniciens donnent ce résultat final, de l'or liquide. Une fois solidifié, on lave le lingot et avant de l'expédier vers Ottawa, on tire des échantillons et le pèse. La nomenclature de statistiques est une chose habituellement assez aride, mais je crois que vous serez quand même intéressé de connaître celle-ci. Il a fallu 5800 tonnes de minerais pour donner 2271 d'or. Pensez, 5800 tonnes de minerais pour donner 2271 d'or, soit la production totale de la mine pendant un mois. Au cours où se vend l'or, la valeur d'un seul de ces lingots équivaut environ à celle de 4 voitures de luxe. Et c'est ainsi que nous concluons notre reportage pour aujourd'hui. Ici Gilles Laroche qui vous parle au nom de l'Office national du film et vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. C'était une production de l'Office national du film.